Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de deux armes iconiques de la Seconde Guerre mondiale, le PPSH 41 et le PPS 43. Je précise que cette version est une ex-full et qu'on pourra l'utiliser au stand. Quant à ce PPS 43, il est neutralisé mais on va pouvoir regarder un petit peu en détail. Mais avant de continuer la vidéo, sachez que cette vidéo est coécrite avec LAI Publications. C'est un site de publication en ligne sur les armes à feu et je vous en parlerai plus en détail à la fin. Le PPSH-41 est une arme russe iconique. On le voit très souvent sur les photos d'époque, que ce soit aux mains des soldats russes et des soldats allemands, sur les monuments de la Grande Guerre patriotique, ainsi que dans les nombreux jeux vidéo et films traitant de cette période. Mais pourquoi ce pistolet mitrailleur est-il aussi connu et célèbre? Peut-être car il fait partie d'une des armes les plus produites durant la Seconde Guerre mondiale et que sa diffusion au sein de l'armée rouge a été massive, car l'utilisation du pistolet mitrailleur y a été bien plus mise en avant que dans n'importe quelle autre armée. Mais revenons un peu au début, à savoir la sortie de la Première Guerre mondiale. Ce qui marque la fin de ce conflit dans l'armement léger, c'est l'apparition du premier pistolet mitrailleur utilisé à une échelle assez large, le MP-18 allemand. C'est un tout nouveau concept qui apparaît en 1918 en Allemagne avec une arme légère, individuelle, tirant en full auto des cartouches de pistolet dans des chargeurs amovibles. En Russie, une autre arme fait son apparition durant le conflit, le Fedorov M1916. Pour certaines personnes, il s'agirait du premier fusil d'assaut. Mais son calibre, le 6,5 par 50 Arisaka, qui est une cartouche de fusil, donc de gros calibre, l'exclut de la catégorie fusil d'assaut et serait peut-être plus à mettre dans la catégorie des fusils mitrailleurs légers. D'ailleurs, son calibre un peu exotique pour l'armée russe, qui utilise principalement le 7,62 par 54R pour les fusils, ou le 7,62 par 38,5 pour ses revolvers Nagant, ainsi qu'une complexité de fonctionnement du Fedorov, amène la fin du développement de ce type d'arme en 1924. En clair, le fusil d'infanterie Mosin-Nagant M1891 reste l'arme principale du fantassin russe. Mais le Fedorov aura eu le mérite d'amener la réflexion de développer une arme légère et individuelle dans la jeune armée russe dès 1925. Ce n'est ni plus ni moins qu'un certain Fedor Tokarev, ce nom doit vous dire quelque chose, qui propose la même année un pistolet mitrailleur modèle 1926, chambant le 7,62 par 38,5 du revolver Nagant. Mais l'arme possède deux défauts. Elle serait plus proche d'une carabine automatique que d'un pistolet mitrailleur, et son calibre reste faiblard. Comparé à d'autres armes étrangères de la même époque, le modèle 1926 de Tokarev ne fait pas le poids. Mais ce n'est que le début, et deux autres armuriers vont proposer des pistolets mitrailleurs, à savoir Degtyarev en 1929 et Korovin en 1930. D'ailleurs, fini le 7,62 Nagant, qui fait place désormais au 7,63 Moser. Enfin, disons une évolution russe, le 7,62 par 25 Tokarev. Oui, car le 7,62 par 25 Tokarev descend directement du 7,63 Moser, lui-même provenant du 7,65 Borchardt, une cartouche de 1893 tout de même. En tout cas, la nouvelle cartouche de Tokarev offre des performances bien plus acceptables dans un pistolet mitrailleur. D'ailleurs, son modèle 1926 aura aussi des versions chambrées dans ce calibre. Korovin propose un PM avec culasse non calée, et Degtyarev, que vous connaissez probablement mieux pour son fameux fusil mitrailleur d'épée, propose lui un PM s'inspirant justement de son fusil mitrailleur, puisqu'on retrouve le chargeur tambour ou camembert, puisqu'on est en France, sur le dessus de l'arme. Mais pour les trois ingénieurs, les tests ne sont pas concluants pour une adoption à grande échelle dans l'armée. Degtyarev propose quelques années plus tard un nouveau design, connu aujourd'hui sous le nom de PPD-34. La forme générale de l'arme ressemble déjà plus au pistolet mitrailleur de l'époque, comme le MP-28 allemand, et fonctionne avec une culasse non calée, soit un système très simple et qu'on rencontre très souvent sur les pistolets mitrailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Le PPD-34 est donc adopté officiellement par l'armée rouge. Ça y est, nous sommes tout de même en 1934 et la Russie possède son premier véritable pistolet mitrailleur. Bon, pas de quoi rigoler, je vous rappelle que chez nous il faudra attendre 1938. Mais le PPD-34 possède quelques défauts et sera amélioré en 1938 pour devenir le PPD-34/38, avec un chargeur d'une capacité de 71 coups. Ce chargeur est largement inspiré de celui qu'on retrouve sur les Suomi KP-31 finlandais. Finalement, le succès n'est pas trop en rendez-vous avec ce pistolet mitrailleur et la quantité produite et distribuée est faible, avec moins de 5000 exemplaires seulement. D'ailleurs, l'arme sera retirée du service
juste avant la guerre russo-finlandaise. Si les Russes n'auront que très peu de pistolets mitrailleurs durant ce conflit, ce sont les Finlandais qui, eux, feront un usage efficace de leur KP-31. D'ailleurs, cette guerre d'hiver aura un impact non négligeable sur la doctrine d'emploi des pistolets mitrailleurs dans l'armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes ont peut-être réussi à faire fléchir la Finlande, mais les pertes ont été colossales. Si les Russes attaquent avec presque 800 000 hommes face à moins de 350 000 Finlandais, ils perdront tout de même plus de 150 000 hommes, alors que les Finlandais, eux, n'auront que 25 000 tués au combat, et je parle pas des blessés. Cette guerre a été le déclic pour l'armée russe qu'il lui fallait un pistolet mitrailleur, et en nombre. Un mois avant la fin du conflit, le PPD-40 est adopté et mis à la production. Il s'agit simplement d'un PPD 34-38 de Dektiarev qui sera amélioré notamment au niveau du chargeur. Un peu plus de 80 000 exemplaires sont produits et finalement la production s'arrête en 1941. 1941, c'est bien évidemment l'année de l'opération Barbarossa. Alors que l'Allemagne et la Russie avaient signé un pacte de non-agression et que les deux nations s'étaient même fait les dents sur la Pologne en 1939, Hitler ordonne d'attaquer l'URSS. Et c'est là qu'on voit que l'armée rouge est plutôt mal équipée en pistolets mitrailleurs. 80 000 PPD-40 pour 5,5 millions d'hommes, ça fait pas beaucoup. L'arme principale reste donc le fusil à verrou Mosin Nagant. Mais en face, c'est quasiment la même chose. Le Mauser 98K reste et demeure l'arme principale de la Wehrmacht. L'année 1941 est aussi importante pour la thématique qui nous concerne dans cette vidéo, puisque vous vous en doutez, si je vous parle du PPSH 41, le chiffre 41 fait directement référence à l'année d'adoption du célèbre pistolet mitrailleur, 1941. Et PPSH pour Pelmet Pistolet Shpagin, soit pistolet mitrailleur Shpagin, faisant référence à son inventeur, Georgi Semenovitch Shpagin. Shpagin était un simple paysan qui a été enrôlé en 1916 dans l'armée impériale russe. Il y était armurier et faisait la maintenance des armes. C'est là qu'il apprit donc le fonctionnement d'une arme. Et en 1920, revenu dans le civil, il travailla dans l'usine d'armes de Kovrov, où était un certain Fedorov et Dektiarev. Il travaillait d'ailleurs avec ce dernier dans la conception de la DSHK. On retrouve bien le D pour Dektiarev et SH pour Shpagin. K fait référence à gros calibre. Bref. Il propose en 1940 un PM qui pose les bases de ce que sera le PPSH-41, de la tôle pliée et de la soudure, et surtout de la simplicité. On en reparlera bien sûr un peu plus tard. Mais son arme va être mise en test face au PPD-40, ainsi qu'un autre PM proposé par Boris Spitalny. Je prononce sûrement mal les noms, mais bon, va falloir s'y faire. Si le PPSH-41 est plus intéressant que le PPD-40, surtout grâce à son frein de bouche compensateur qui augmente carrément le groupement de l'arme de 70% par rapport au PPD-40, c'est moins vrai face au PM de Spitalny puisque celui-ci gagne encore 23% par rapport au PPSH. La cadence de tir est identique entre les deux armes et tourne aux alentours de 900 à 1000 coups par minute. Ah oui, c'est très élevé. Mais alors qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'arme de Shpagin ? Eh bien, l'adoption d'une arme à feu ne réside pas que dans ses performances au tir. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et notamment deux principaux pour le contexte de la Russie en 1941, une facilité d'utilisation pour le soldat, et surtout une facilité de fabrication pour les usines russes. C'est là où le PPSH-41 fait fort. L'utilisation importante de la tôle pliée rend la fabrication plus rapide que n'importe quel autre pistolet mitrailleur. Tout le boîtier supérieur et le manchon autour du canon est en tôle, ainsi que la quasi-totalité de la partie inférieure avec le bloc détente. Et moins il y a de pièces à usiner, comme la culasse, et plus la production en usine est rapide. Et donc cela permet de produire des pistolets mitrailleurs en plus grande quantité, et ainsi d'équiper plus rapidement les troupes. Et ça, vous comprendrez que dans le climat de l'année 1941, c'est un argument de poids. S'il fallait 13 heures pour assembler un PPD-40, il en fallait moins de 6 pour un PPSH-41. On peut noter que si l'arme utilise la tôle, cela n'empêche pas qu'elle fait son poids, car comparativement, le PPSH-41 est un poil plus lourd qu'une AK-47. Shpagin a pensé depuis le début à son arme d'un point de vue industriel. Et c'est là que c'est très intéressant pour l'armée rouge, alors en grande difficulté en 1941, et qui ne sera sauvé que par son hiver, l'immensité de son territoire et la taille colossale de son armée qui encaissa tant bien que mal le choc d'une armée allemande, certes équipée majoritairement de Mauser 98K, mais qui mettra surtout à profit l'utilisation des chars, de l'aviation et autres MG-34. Le PPSH-41 est en plus simple à utiliser. C'est vrai que le système de culasse ouverte non calée était déjà connu et n'a rien de révolutionnaire sur cette arme, mais on reste toujours dans le même objectif, la simplicité. La simplicité dans la fabrication comme on l'a vu avant, mais aussi la simplicité pour le fantassin russe, que ce soit dans le tir, la manipulation de l'arme et bien sûr l'entretien. L'arme dispose d'une partie supérieure et inférieure et s'ouvre par l'arrière.
Cela permet d'accéder directement à l'ensemble culasse-ressort et de procéder à l'entretien de base qui serait fait sur le terrain. Pour le tir, rien de bien compliqué non plus, et n'importe qui serait capable de comprendre comment utiliser cette arme en 5 minutes. On insère le chargeur, on tire le levier d'armement sur le côté droit de l'arme, et c'est prêt à faire feu. Il y a un sélecteur de tir qui est placé sous l'arme, au niveau de la détente. Évidemment, dans l'exemplaire que j'ai utilisé, il est soudé en mode semi-auto. Lors de la dernière cartouche, la culasse reste en avant. On peut mettre un nouveau chargeur et ramener la culasse en arrière pour le premier tir. La cadence de tir par contre en full auto est très élevée, 1000 coups par minute. Le chargeur a beau faire 71 coups, ça part très vite. D'ailleurs, ce fameux chargeur rond qui donne cet aspect si connu au PPSH 41 se charge ainsi. On pousse le bouton à l'arrière, ce qui permet de libérer le loquet avant et d'enlever le couvercle. Il faut ensuite tendre le ressort en faisant tourner la partie centrale. Puis on place chaque cartouche une à une. Puis il faut relâcher le ressort pour mettre en pression les cartouches afin qu'elles remontent toutes seules. Et bien sûr, on referme le chargeur. Celui que j'ai manipulé était bridé à 10 cartouches, et croyez-moi, c'était déjà assez pénible à faire. Alors 71 cartouches, en plein milieu du champ de bataille, ça semble mission impossible. Même s'il n'a pas que des avantages, ce chargeur de 71 coups sera conservé parmi les troupes. Il est souvent dit que ce chargeur était fixé sur l'arme au début de l'assaut, et qu'une fois vide, le soldat passait au chargeur courbe de 35 cartouches pour un rechargement plus aisé. 71 cartouches, c'est bien, surtout avec une arme qui tire aussi rapidement, mais il est beaucoup plus lourd. 1 kg 0,29 à vide contre 340 et 249 grammes pour ses camarades courbes à 35 cartouches. Il est aussi plus laborieux à garnir comme je l'ai déjà indiqué et aussi plus complexe à fabriquer, donc plus coûteux à produire et peut aussi souffrir d'une fiabilité défaillante. Sans parler du fait qu'il soit moins pratique à transporter. Donc vous voyez, pas que des avantages. C'est d'ailleurs pour ces différents points que son successeur, le PPS 43, n'aura que des chargeurs courbes. Mais on y reviendra plus tard. Donc, Shpagin réalise le tour de force de proposer 6 mois avant l'opération Barbarossa un pistolet mitrailleur de bonne facture, simple à produire, simple à utiliser et utilisant la cartouche de pistolet réglementaire 7,62 Tokarev. L'arme sera massivement produite et distribuée aux troupes. On peut se poser la question, pourquoi l'armée rouge a-t-elle autant distribué de pistolets mitrailleurs? Certaines sources avancent le chiffre de 34% de la part des PM dans l'armée russe, contre seulement 11% dans l'armée allemande. Et je suis pas sûr que ça soit mieux dans l'armée américaine. Eh bien, plusieurs facteurs. Déjà, la guerre d'hiver, où les Russes ont vu les Finlandais utiliser avec efficacité leur Suomi KP-31. Les Finlandais avaient comme technique de toujours garder une proximité avec l'ennemi, pour infliger de lourds dégâts, tout en étant très mobiles et légers. Et c'est grossièrement ce que vont reprendre les Russes avec les Allemands, garder cette proximité et cette puissance de feu qu'offre le pistolet mitrailleur, face à des Allemands encore largement équipés de fusils à verrou, qui étaient plutôt faits pour tirer à de grandes distances. On peut aisément imaginer que sur un champ de bataille comme Stalingrad, le pistolet mitrailleur avait un avantage évident sur le fusil à verrou. Ensuite, comme déjà évoqué, Shpagin a pensé son arme comme pouvant être fabriquée rapidement, et c'est là où la puissance industrielle russe va prendre le relais et être capable de fournir 3000 PPSH-41 par jour. Ah oui, il y aura tout de même 5 millions d'unités de produites durant le conflit. Et enfin, l'entraînement à l'utilisation du pistolet mitrailleur était plus rapide que pour le fusil. Tirer au fusil demande quand même un entraînement sérieux pour déjà la gestion du recul du fusil, l'utilisation des organes de visée pour un tir précis, l'appréciation des distances d'engagement, etc. Alors qu'avec un pistolet mitrailleur, il suffit de viser l'ennemi, d'appuyer sur la détente et pouf, ça part tout seul. Je plaisante, mais pour un PM, la distance d'engagement est censée être beaucoup plus courte, donc toute la partie appréciation des distances n'est plus trop à prendre en compte. L'appréciation du recul devient aussi inexistante puisque là, on tire à un calibre de pistolet. Et pour l'avoir testé, en effet, le PPSH 41 ne bouge pas lors du tir. Et le tir semi-auto permet aussi de pouvoir ajuster très rapidement son tir et corriger au fur et à mesure des cartouches tirées. Donc, une arme rapide à produire, rapide à utiliser, qui pourra être rapidement utilisée sur le front, bref, parfaite pour armer les millions de soldats russes. Enfin parfaite, c'est vite dit, oui, le PPSH 41 n'a pas que des avantages, et je dirais que même les Russes s'en rendront compte durant le conflit, sinon on n'aurait probablement jamais vu l'arrivée du PPS 43. L'arme de Shpagin sera améliorée en 1942. Sincèrement, entre un PPSH post et pré 42,
vous ne verrez aucune différence. Il s'agit principalement d'améliorations techniques comme l'épaisseur de la tôle ou la dimension de certaines pièces qui changent. Ah si, je vous ai déjà parlé du chargeur courbe double pile de 35 coups qui est créé. Petit détail tout de même sur cette version 1942, la hausse tangentielle graduée jusqu'à 500 mètres fait place désormais à une hausse basculant sur deux positions, 100 et 200 mètres, indiquant aussi une évolution dans les mentalités sur la doctrine d'emploi de ces armes, faites pour un combat rapproché. Il y a deux points en défaveur du PPSH 41 que vous avez dû remarquer et qu'on a évoqué, le poids et l'encombrement. Si la solidité de la crosse en bois n'est plus à démontrer et colle parfaitement à l'utilisation pour un fantassin, c'est beaucoup moins vrai pour un homme du génie, un éclaireur en ski ou un tankiste. C'est pourquoi dès 1942, dans le désir de fournir encore et toujours plus de pistolets mitrailleurs à ses troupes, l'URSS lance un concours pour une nouvelle arme. J'allais dire un appel d'offres, mais nous sommes en Russie communiste, ça n'existait pas là-bas. Outre bien évidemment la réduction du poids et de la taille de l'arme, il était demandé un effort sur la productique. Si le PPSH 41 faisait déjà fort, ce n'était pas suffisant. La technique de l'usinage doit être limitée, tout comme le gaspillage des matières premières. Un acier faiblement allié doit aussi être utilisé, le tout devant réduire le temps de production à moins de 3h30 par arme. La Dream Team des ingénieurs soviétiques va se mettre à l'étude de ces nouvelles armes. On retrouve Shpagin, Dekhtiarev et Korovin, mais aussi Soudaïev et Rukavishnikov. Je vous la fais courte, mais aucune des armes présentées ne sera retenue. Il faudra attendre juin 1942, après une nouvelle série d'essais, pour voir l'arme de Soudaïev adoptée par l'armée rouge sous le nom de PPS-42. Les lettres PP pour, comme d'habitude, Poulet pistolet et S comme Soudaïev. Ce dernier réussit à proposer un PM plus léger de 500 grammes par rapport au PPSH, plus compact avec la crosse pliante et avec une cadence de tir réduite à 600 coups par minute. Sans parler de la partie usinage où l'on passe de 5,6 heures à 2,7 heures seulement pour assembler un PPS. Bref, une arme qui comble les attentes de l'état-major russe, encore plus simple à produire, simple à utiliser et dont les performances balistiques sont au rendez-vous. Mais pas le temps de niaiser. La guerre continue et il faut lancer la production le plus rapidement possible. Soudaïev est envoyé à Leningrad pour superviser la production. La ville est sous le siège allemand depuis septembre 1941 tout de même. Cela n'empêchera pas des milliers d'exemplaires de PPS-42 d'être produits et directement utilisés sur le front. Bah oui, quasiment à la sortie de l'usine. Pratique pour recueillir les retours d'expérience des soldats qui utiliseront directement son arme. Je caricature un peu, mais Soudaïev écoutera les défauts qui lui sont remontés et améliorera son arme, ce qui donnera naissance à l'arme que je vous présente, le PPS-43. Alors le PPS-43, comment il fonctionne, la manipulation de base, déjà on a une sécurité ici qui est en avant et qui empêche de faire reculer la culasse, donc il faut pousser vers l'avant. On va pouvoir ensuite, déjà on va insérer un chargeur et ça se fait très facilement, il y a un bouton qui est ici et c'est beaucoup plus simple que sur le PPSH 41. Donc on va pouvoir mettre le chargeur, armer la culasse vers l'arrière et là on est prêt à faire feu. D'un point de vue mécanique, l'arme fonctionne avec une culasse ouverte, comme celle de Shpagin. C'est le moyen le plus simple de faire fonctionner un pistolet mitrailleur. Certes, on a la fenêtre d'éjection qui reste ouverte et qui permet à n'importe quelle poussière ou autre élément de rentrer dans le corps de l'arme, mais cela permet aussi d'éviter le cook-off, qui est un départ de coup intempestif de l'arme dû à une chaleur trop forte dans la chambre ou sur la tête de culasse. La précision de l'arme est moins bonne aussi, mais ce système est simple à fabriquer et de toute façon pour un pistolet mitrailleur on ne lui demande pas de faire des 10 sur une C50 à 100 mètres, mais plutôt de pouvoir nettoyer un bunker rapidement. Par contre le PPS-43 ne possède pas de sélecteur de tir et est en full auto uniquement. Mais visiblement, le tir en semi peut se gérer en manipulant la détente en faisant attention. Alors que le PPS-43 devait remplacer le PPSH-41, finalement les deux armes seront maintenues à la production. Déjà parce que les lignes dans les usines dédiées au PPSH étaient déjà bien installées et lancées à fond, et puis ce dernier plaisait aux troupes. Ce qui ressort globalement dans l'utilisation du PPS et du PPSH, c'est que les deux armes seront appréciées des combattants russes. Et comme on peut le voir souvent sur des photos, aussi des combattants allemands. Selon un certain Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov, le PPS-43 est le meilleur pistolet mitrailleur de la Seconde Guerre mondiale. Et vous en pensez quoi ?
Je vais pas me lancer dans le comparatif de tous les PM de la Seconde Guerre mondiale, mais il est vrai que les Russes en ont fait un usage tellement massif, on peut pas nier que leurs armes aient été efficaces. Simples, mais efficaces. Et victorieuses. D'ailleurs, l'histoire de ces PM ne s'arrête pas à 1945, et ils feront des petits. Vous le savez aussi bien que moi, à la fin des années 40 débarque l'AK-47. Si l'armée russe adopte un fusil d'assaut qui va remplacer tous ses pistolets mitrailleurs, cela va prendre un peu de temps, et les Russes continueront à utiliser leurs PPSH et PPS. Mais au fur et à mesure du remplacement, les stocks de PM grandissent. Je rappelle qu'ils en ont produit des millions. Donc le PPS et PPSH déclassés seront vendus à bas prix ici et là, que ce soit aux Chinois ou à des pays africains. En plus d'être une arme simple et fiable, elle était pas chère. Tant et si bien que les copies de ces armes apparaîtront. La liste est longue et plutôt révélatrice de la qualité des pistolets mitrailleurs russes. La Finlande, bien entendu, utilisera les stocks qu'elle aura capturés durant le second conflit, mais aura dès 1944 fait une copie du PPS-43, nommé simplement M44, qui sera chambré en 9x19. Une copie de la copie sortira en Espagne le Dux M51, oui c'est une copie du M44 finlandais, qui sera décliné en M53 puis M59. Et ça c'est que le début. En Pologne on retrouve le WZ41, en Hongrie le 48M, et ça continue bien entendu avec les copies chinoises, le Type 50 et Type 54. Puis la Corée du Nord qui produira le Type 59, sans parler du Vietnam qui utilisera durant la guerre, du Vietnam, le K50M. Il y aurait moyen de faire une collection uniquement dédiée au PPSH-41 et PPS-43. Bref, une famille de pistolets mitrailleurs qui aura connu Stalingrad, la Corée, l'Indochine, puis le Vietnam, l'Irak, 2 fois, et qu'on a même pu encore apercevoir durant le conflit ukrainien. Une utilisation intensive durant le conflit mondial et une longévité exceptionnelle, qui montre bien que, malgré un aspect parfois cru, ces PM faisaient le job. Quoi qu'il doit y avoir une question de nécessité faisant loi là-dedans, hein. Enfin ça c'est une longue histoire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci au propriétaire de l'arme de m'avoir fait essayer ce PPSH-41. Merci au stand de nous avoir accueillis et nous avoir permis de filmer pour cette journée de tir. Et merci à LAI Publications pour l'aide apportée à la rédaction de cette vidéo. Je mets bien évidemment un lien dans la description. C'est un site de publication dédié aux armes avec l'étude de différents modèles très intéressants avec du matériel que vous ne verrez pas ailleurs. Il y a d'ailleurs 2 articles sur ces pistolets mitrailleurs russes que je vous conseille d'aller voir pour bien approfondir le sujet. Il y a une chaîne YouTube où vous pourrez voir pas mal d'armes en action, bref, allez faire un tour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager les vidéos, ça aide au référencement de la chaîne et à soutenir ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt.